côtelettes qui traînent dans la voiture depuis plus d'un mois. Un mois? C'est pas le temps nécessaire pour fonder une viande de qualité. Tu les énerves. Tout prendre à la rigolade. C'est délicieux. S'il te plaît, tu peux me passer le poivre? Tiens. Arrête, le poivre. Derrière la bouteille. C'est quoi ce truc? Encore un cadeau de ta mère? On a ce moulin depuis plus de 20 ans. Quant à ma mère, laisse-la reposer en paix, hein. Oh merde, elle est morte. Tu avoueras quand même qu'elle a toujours eu mauvais goût. Arrête, Louis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon. C'est quoi? Mais tu te fous de moi. Oui. De toute façon, j'avais pas trop faim. Juste un petit fruit, c'est possible? Une banane, ça te va? Très bien. Tu l'attrapes? Merci. Ah, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que t'as? Alors, Louis, quel est cet objet? Bien. Monsieur Durieux, nous sommes en quelle année? Quelle drôle de question. Nous sommes en 1965. Très bien. Et le président de la République s'appelle? Arrêtez de me prendre pour un con. Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne vous rappelez pas de son nom. Rassurez-moi. Vous ne souffrez pas d'une maladie neurodégénérative? Je sais que vous n'appréciez pas mes questions. Le problème, Louis, c'est que vous n'arrivez même plus à reconnaître un téléphone portable. C'est pas normal. Nous ne sommes qu'en 1965. T'es déjà levé? C'est quoi? Un nouveau concept? C'est original. On va dire ça. Michel? Michel? Michel! T'as fini avec cette porte? Ça fait une semaine que tu n'arrêtes pas de jouer avec. Je te jure, c'est insupportable. Où sont les poissons? Ils sont morts. Morts? Tu as oublié de les nourrir. Oh merde. Excusez-moi encore, mais franchement, je pensais être seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on peut même pas être tranquille dans sa propre salle de bain. Comment ça?
Regarde, c'est déjà occupé. Mais Louis, c'est toi. C'est ton reflet. Tu verrais ta tête. Hein. Tu m'as cru, hein? Oh le con. Il n'arrive même plus à se reconnaître. Allez, commencez à manger, ça va refroidir. Maman m'a dit que le voisin était mort. Oui. Et il était malade? Non. Superstitieux. Comment ça? Pour éviter de passer sous une échelle, il est descendu du trottoir et il s'est fait faucher par une voiture. Oh, c'est pas vrai. C'est ma voiture. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la même voiture que toi. Maman exagère quand même un peu. M'attendez pas à le voir comme ça. Non seulement il a toute sa tête, mais en plus, il a rien perdu de son humour. Ouais, c'est vrai. Allez, bonne route. Ouais, merci. À bientôt. Ciao, rentrez bien. Vous êtes la femme de ménage? Oui, c'est ça. Je suis la femme de ménage, mais aussi la cuisinière et parfois l'infirmière. Je suis inquiet. Ma femme doit venir me chercher après son travail. Et la nuit commence à tomber. J'ai peur qu'elle m'ait oublié. Elle finira sûrement par arriver. Vous êtes magnifique. Est-ce que vous accepteriez de poser pour moi? J'aimerais faire votre portrait. Ça ne va pas? Si, si, très bien. Je vous ai déjà dit que je vous trouve magnifique. Tu n'utilises pas tes pinceaux? Non, peindre avec les mains réveille l'âme de l'homme primitif qui sommeille en nous. Qu'est-ce que tu racontes? Madame, vous avez déjà dit que je vous trouvais très séduisante. Mais monsieur, vous n'êtes pas mal non plus. Vous êtes folle. Ma femme pourrait nous surprendre. Vous savez, elle est terriblement jalouse. Vous dansez. Oui. Vous habitez toujours chez vos parents. Oui. Ça doit pas être facile. Non. Surtout avec ma mère. Elle a un caractère difficile. Non, elle a très mauvais goût. Vous avez déjà pensé à vous marier? Oui. Pour le meilleur et pour le pire. Tu me lâches pas, hein? Ne vous inquiétez pas.
Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette soirée consacrée à la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes venu ce soir, c'est que vous êtes plus ou moins proche d'une personne atteinte de la maladie, que vous êtes peut-être un professionnel de la santé. Vous vous posez des questions, vous êtes inquiet, vous voudriez être plus proche, plus pertinent, plus aidé. Nous espérons que cette soirée répondra au moins partiellement à vos demandes. Je suis Philippe Gastal, président de l'association France Alzheimer depuis quelques mois, et je vais vous présenter les personnes qui ce soir sont avec moi, mais juste quelques mots sur le contexte de cette soirée. Première chose, France Alzheimer 43 et la ville de Langeac sont depuis quelques années partenaires, c'est-à-dire qu'ils ont signé une convention de partenariat qui fait que l'association peut demander et peut intervenir à Langeac avec toutes les facilités que peut mettre la municipalité à notre disposition, et inversement, s'il y a des demandes qui viennent de Langeac, eh bien, on s'efforcera d'y répondre. Donc ça, c'est un partenariat qui a commencé il y a quelques années. On est déjà d'ailleurs venu 2 fois à Langeac par le passé. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, on est content d'être là. On remercie la municipalité de mettre cette belle salle à notre disposition pour faire une soirée dont on espère qu'elle sera la plus agréable et la plus pertinente possible. Donc on était déjà venu il y a quelques années, 2 fois je crois d'après André, il y a 3 ans et il y a 2 ans. La dernière fois on avait présenté, ça avait été un film, un long film, hein, pas un petit court-métrage comme on vient d'avoir. Alors depuis cette date il y a des choses qui ont été faites, on en parlera ici, hein, ou à Brioude ou dans le secteur, à la fois pour les malades et pour les aidants. On parlera un peu plus longuement en fin de soirée de ce que fait France Alzheimer, mais c'est vrai qu'on peut d'ores et déjà dire que France Alzheimer tient, pas exclusivement évidemment, mais à s'occuper des aidants. Hein. C'est les aidants qui permettent voilà, un meilleur vivre aux personnes malades, et c'est pour ça qu'on souhaite en priorité les aider, même si ça veut dire que des fois on a des animations, des activités, des ateliers pour les personnes aidées. Alors, il y a quelques semaines, quand on s'était rencontré avec Madame Potin, qui est présente ici de la mairie, chargée des affaires sociales, et Christelle Astier, voilà, il nous avait semblé bon de refaire quelque chose qui puisse un peu redynamiser, faire repartir peut-être quelques activités, ateliers, qui voilà, pourraient, pour les quelques années à venir, faire un petit peu, nous rendre un peu plus actifs et apporter un peu plus d'aide et de soutien sur le secteur. Donc ce soir, on ne va pas opérer comme on avait fait les autres la dernière fois. Vous avez vu qu'on a commencé par un petit film. Il va y avoir 3 temps, même un 4e à la toute fin, mais il va y avoir 3 temps dans cette soirée. On va essayer de faire quelque chose de plus interactif, c'est-à-dire que il va y avoir des temps de petits films, et nos intervenants donc prendront la parole à la suite de ces petits films. Et donc c'est là que je voudrais vous présenter, et je voudrais faire en sorte que les personnes qui sont là se présentent, pour à quel titre elles sont là, et comme ça vous en connaissez d'ailleurs probablement 1, 2 ou 3, mais on comprendra mieux voilà, pourquoi elles sont là. Qui veut bien commencer? Donc Virginie Gabriel, je suis psychologue, donc j'ai nouvellement intégré France Alzheimer pour reprendre un peu le flambeau. Pour reprendre ce qui avait commencé Christelle Astier, donc sur Langeac. Donc voilà, je vais donc collaborer et travailler avec France Alzheimer pour pouvoir faire différentes choses sur Langeac, notamment pour les aidants, soit de la formation, du soutien, enfin on en parlera à la fin de la réunion. Merci Virginie. Donc moi je suis Christelle Astier, psychologue, donc je travaille avec France Alzheimer depuis presque 4 ans, je pense, sur le secteur Brioude et depuis cette année sur Langeac.
Et effectivement, nous avons déjà commencé quelques activités. Un groupe de parole qui s'est tenu quelquefois ici. Et voilà, et maintenant je suis contente que Virginie rejoigne l'équipe. Moi je m'appelle Jacques Labrosse, je suis médecin, j'ai été très longtemps, j'ose pas dire combien de temps, médecin généraliste. Et sur la deuxième partie de ma carrière, en même temps que la médecine générale, je me suis tourné vers la gériatrie, en particulier la maladie d'Alzheimer. Actuellement, je suis d'une part médecin coordonnateur en EHPAD sur le Puy, puisque j'ai travaillé au Puy, et médecin référent de la MAIA, on aura peut-être l'occasion de le repréciser, qui est donc une structure départementale où des personnes appelées gestionnaires de cas aident à maintenir à domicile des gens atteints prioritairement de maladie d'Alzheimer, mais en gros de toute pathologie neurodégénérative ou autre qui mettent le maintien à domicile en difficulté. Je voulais juste dire que j'étais quand même très impressionné parce qu'il s'est passé un phénomène que je n'avais pas l'habitude de voir, c'est qu'habituellement, quand une salle se remplit, et tout le monde se met au fond, et que là, les premiers rangs sont tout de suite remplis avant le fond, ce qui, à mon avis, est un signe qu'on va pouvoir échanger de manière sympa. Je m'étais fait cette remarque aussi, Jacques. Pas habitué. Voilà, on peut noter aussi la présence de André Cuny, là, qui est au premier rang. Vous pouvez garder. Voilà, qui est ancien vice-président aujourd'hui de l'association, ancien président. Je suis docteur Cuny, donc du Puy. Il y a 5 ans, ma femme était Alzheimer. Elle est morte il y a 1 an à la suite de cette maladie d'Alzheimer. Et on m'avait demandé il y a 5 ans de prendre la présidence de France Alzheimer pour relancer cette association qui était un petit peu moribonde à l'époque. Et donc nous avons travaillé avec Christelle Astier, avec d'autres. Et je suis ravi que Philippe Gastal ait bien accepté de prendre la suite, m'a demandé d'être vice-président. Donc actuellement je suis vice-président. Et donc c'est lui qui a repris le flambeau et qui redonne une grosse dynamique à cette association. Voilà. Merci André. Et voilà. Tant que tu es debout, voilà, Christelle, Karine, tu peux rester debout. Simplement voilà, pour présenter Karine, qui est le salarié de l'association. Oui, bonjour. C'est moi que vous aurez au téléphone si vous appelez l'association. Je suis salariée de l'association. On est basé à Aiguille. Et je fais des permanences 4 jours par semaine, donc vous pouvez me joindre le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, enfin même le mercredi, je réponds au téléphone. Et voilà, donc voilà, vous aurez un visage sur la voix que vous avez au téléphone ou à la permanence si vous souhaitez avoir plus d'infos, des brochures et plus de détails dans ce qu'on peut faire. Voilà, merci Karine. Alors Karine, elle connaît tout, elle sait tout et elle est d'une disponibilité sans faille. Merci. Alors, et moi donc, j'ai dit très peu de choses, mais je suis comme tous les adhérents, comme tous les bénévoles, ou la plupart des bénévoles et adhérents de l'association. J'ai été touché de près ou de loin par la maladie. En l'occurrence pour moi, c'est ma belle-mère qui est malade, qui est restée 2 ans et demi avec nous à la maison à la suite du décès de son mari et qui est en EHPAD depuis le milieu de l'été. Voilà. Donc je crois que tous, de près ou de loin, on a été confrontés à la maladie. Voilà. Donc pour le déroulement, vous avez compris, on va passer un petit film sur un thème. Il va y avoir 3 thèmes. Et chaque fois, on aura un quart d'heure, 20 minutes pour en parler avec une présentation d'un des 3 intervenants en début d'intermède après le film. Voilà. Alors, on vous a mis ce petit court métrage au départ pour entrer dans le vif du sujet. Je crois qu'il était déjà un peu prenant. C'est un film qui a été reconnu. Il a eu un prix au moins pour sa qualité. Et on a pensé que ça pouvait être une bonne introduction. Et maintenant, on va pouvoir passer donc au deuxième petit court-métrage qui sera donc, lui, sur le thème de les débuts de la maladie. Donc on va voir quelqu'un qui
malade assez jeune. Comment ça se passe, quelques réflexions, quelques témoignages, avant qu'on en parle un peu plus précisément tous ensemble, puisque, donc vous avez compris, hein, il y aura une petite introduction à la suite du film, mais après il faudra que ce soit un échange, si vous le voulez bien, de voir des témoignages voilà, entre nous tous. J'ai commencé à avoir des problèmes au boulot parce que je travaillais encore à l'époque et je commençais à avoir des trous de mémoire, quoi, hein, carrément, quoi. Il y a un moment donné, on a dit avec Lydie, on va voir un neuropsy, et ce monsieur-là nous a dit, bah oui, je pense que vous avez un problème, un vrai problème, quoi. Voilà. Alors on l'a appris il y a maintenant 3 ans, pratiquement jour pour jour. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été un long parcours du combattant, je dirais, pour aller jusqu'au diagnostic, puisque les examens ont duré pratiquement 3 ans. Et on a été en face du résultat tous les deux, un peu démunis, même beaucoup démunis. Et on a vu qu'il s'était marqué suspicion de maladie d'Alzheimer. On pensait comme tout le monde que la maladie d'Alzheimer, ça touchait les anciens et que quand on avait 50 ans, on ne pouvait pas être vraiment atteint de cette maladie-là. Moi, j'ai 2 traitements, enfin un traitement qui est un patch, enfin des patchs qui pour l'instant fonctionnent encore bien et tant mieux. Ce sont des patchs comme des patchs anti-tabac qui ont une fonction d'augmenter la vigilance de la personne, en fait. Et en plus de ça, je suis suivi par un doc de Strasbourg où je vais régulièrement pour avoir un médicament, on va dire, qui est censé me donner, me faire avancer. On a eu le diagnostic début août et mi-septembre, on était à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, où on a vu donc, des neurologues pour adhérer à un protocole expérimental. Alors ce produit, c'est quelque chose qui est contre les plaques amyloïdes. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est 2 protéines qu'on a dans le cerveau qui ne s'éliminent pas. Donc la protéine Tau et une protéine qui s'appelle bêta-amyloïde, qui est responsable de plaques. En fait, c'est comme si c'était une protéine qui mettait du calcaire autour des neurones, on va dire. Et ce calcaire-là, il n'est plus éliminé. Et donc le produit agit sur les plaques amyloïdes pour essayer de nettoyer le cerveau de ces plaques-là. La recherche médicale est importante parce que, je veux dire, il faut qu'on puisse avancer dans le bon sens et puis que les malades puissent avoir, je veux dire, peut-être bientôt des médicaments ou des choses qui iront dans ce sens, quoi. Hein. Dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement pour l'instant. Donc l'idéal, ce serait qu'il y ait un traitement, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc le traitement, c'est le protocole expérimental. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est sûr que ça, c'est la recherche, et ça, c'est les financements, qui sont peut-être pas toujours au rendez-vous. J'ai la chance, là, pour l'instant, ça va. Je conduis, je vais en course, je fais plein de choses, quoi. Hein. Et ça, c'est une chance. Hein. Il y a des personnes qui ont ça assez rapidement et puis ça s'enchaîne et tout ça. À part la mémoire immédiate des fois qui me fait un peu... je fais tout le reste. Et du coup, je touche du poids. Voilà. Mais c'est peut-être aussi une façon de conjurer un peu le sort et puis une façon de se battre et qui fait que, je vais me battre encore. Voilà.
prendre la parole pour ce petit film. Là, ce que ce petit film vient pointer du doigt, hormis le fait qu'il y a des maladies d'Alzheimer jeunes, c'est aussi la connaissance du diagnostic. Et on voit bien dans le film ce qu'on peut en faire. Là, on voit bien que Thierry et sa femme ont compris la maladie, maîtrisent comment ça se passe, enfin voilà, parce que le diagnostic a été posé. Donc, l'annonce du diagnostic dans la maladie d'Alzheimer, c'est un temps qui est essentiel, mais qui est difficile, sûrement l'un des plus difficiles, parce que, en effet, cette annonce du diagnostic va venir ébranler un tas de choses. Alors, l'annonce du diagnostic, normalement, elle est le devoir et la responsabilité du médecin qui a normalement construit le diagnostic, enfin, qui est arrivé à poser le diagnostic. Donc, les professionnels des associations de famille et de patients s'accordent pour dire qu'une annonce directe à la personne est souhaitable, mais il est vrai qu'encore aujourd'hui, on le voit souvent, il y a des réticences à l'heure actuelle, en effet, à annoncer à la personne concernée la pathologie. Hein. Alors ces réticences, j'arrive à le dire, souvent elles viennent des familles qui veulent protéger la personne malade, hein. Souvent par une crainte d'une réaction négative que pourrait avoir la personne à l'annonce de ce diagnostic, parce qu'en effet, maintenant, on entend parler de la maladie d'Alzheimer, on sait un peu ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, et forcément, la maladie d'Alzheimer, elle fait peur. Donc voilà. Donc souvent, on craint une réaction négative qui serait l'ordre de la dépression ou de l'anxiété de part de la personne. On a bien conscience, en effet, que la nouvelle de ce diagnostic va sûrement changer la vie de la personne et de son entourage. Voilà. Donc le risque de dépression, il existe. Après l'annonce, c'est sûr, mais souvent il y a quand même déjà une dépression qui est sous-jacente au moment du diagnostic, du fait des difficultés que la personne malade rencontre au quotidien. Les réticences qu'on peut entendre aussi souvent, c'est pas la peine de lui dire, il va pas comprendre. Souvent on entend ce genre de réflexion. J'avais juste relevé une petite étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années. Après l'annonce d'un diagnostic, il y a 34% des personnes qui disent qu'ils ont été choqués par l'annonce. Et généralement, c'est des gens qui sont à un stade léger de la maladie. Les gens qui sont à un stade modéré ou avancé de la maladie n'ont pas vraiment eu de réaction par rapport à cette annonce. Voilà. Pourtant, donc, malgré toutes ces réticences, l'annonce de la maladie et le fait que le diagnostic soit posé sur ces troubles qui troublent la personne et son entourage, et il me semble indispensable pour surtout entrer dans un processus de soins et d'accompagnement de la personne et de la famille et de son entourage, en tout cas, des aidants. Donc l'intérêt, c'est pour la personne malade, en effet, lui dire la vérité, c'est le respecter en tant qu'individu, lui-même. C'est pouvoir aussi être reconnu pour lui en tant qu'une personne malade, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est de comprendre que ces troubles sont dus à des lésions cérébrales, et non pas parce qu'on devient fou, et non pas parce qu'on y met de la mauvaise volonté, et non pas parce qu'on a mauvais caractère, et non pas parce qu'on a envie d'embêter sa femme en ne voulant pas faire ou pas comprendre. Voilà. C'est aussi permettre à la personne malade de devenir acteur de son parcours de soins, c'est-à-dire de pouvoir aussi, surtout en début de maladie, décider de ce qui est décidé pour lui, et des soins qu'on va mettre en place pour lui. Pour l'entourage, en fait, cette annonce de diagnostic est très importante car ça permet surtout, enfin pour l'entourage et pour la personne aussi, ça permet en fait surtout d'anticiper, de prévoir et d'adapter les choses par rapport à cette maladie. Pour l'entourage, ça permet de s'informer sur la maladie, ça permet de pouvoir la comprendre, de comprendre un petit peu ce que vit l'autre aussi, ce que vit la personne qu'on accompagne. Et ça permet aussi et surtout, et en tout cas c'est ce qu'on est là ce soir aussi pour le prôner, ça permet de demander de l'aide. Ça permet de pouvoir s'adresser à des services spécialisés, ça permet de trouver des ressources et de ne pas rester seul avec la maladie et la personne concernée. Et c'est surtout aussi pour l'entourage, c'est d'être reconnu dans son rôle d'aidant par rapport à cette maladie qui est très vite envahissante, ou en tout cas difficile à gérer au quotidien. Voilà, en conclusion, je vais juste dire une petite phrase que j'ai trouvée, que je trouvais qui était bien. Annoncer un diagnostic, c'est révéler avec tact et cœur une vérité qui engage l'avenir. Donc voilà, donc après vous pouvez, en effet, il y a débat sur cette annonce du diagnostic. L'idée c'est de vous donner la parole, soit pour poser des questions complémentaires, soit pour témoigner
dans cette première partie sur l'annonce. Je crois qu'il y a pas mal de professionnels parmi vous qui pourraient peut-être en parler. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt. Je ne sais pas s'il est nécessaire de donner le micro. On s'entend assez bien, Madame Potin, ici, je suppose. On verra s'il y a besoin, je montrerai. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour une première... Monsieur. Ah, madame, excusez-moi. On a duré de 3 ans pour diagnostiquer la maladie. Est-ce que c'est encore de 3 ans actuellement? C'est ce que j'ai pu comprendre dans le reportage. Oui, effectivement, c'est étonnant. C'est étonnant, se pose des questions. Je ne peux pas répondre à votre question dans le sens que, non, habituellement, ça ne prend pas 3 ans. Après, ce qui est possible aussi, si vous voulez, c'est qu'il y ait eu un certain laps de temps entre le moment où il y a eu les premiers symptômes et le moment où on se dit, tiens, ces symptômes, ils sont quand même bizarres, il faudrait peut-être faire un diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent, là, on demande à la personne, lorsque le diagnostic est posé, on dit, bah, ça fait combien de temps que vous avez parlé au médecin ou autre? On va dire, bah, ça fait 6 mois. Et puis quand on reprend, on dit, mais réfléchissez, depuis quand, a posteriori, vous vous rendez compte qu'il y a eu des choses bizarres? Ah ben oui, c'est vrai, je me rappelle un repas de famille il y a 10 ans, il y a 2 ans, il nous a dit tel truc. Oh, puis on s'est dit, c'est l'Europe, c'est ça, c'est... Voilà, on a dit que c'était pas ça. Mais je veux dire, il y a souvent un temps important où, qui peut être long, hein, où on n'imagine pas qu'il peut y avoir une maladie, une mémoire vraie, ou si on l'imagine, on essaye de ne pas trop y croire et du coup ça retarde le moment. Voilà. Après, malheureusement, quand même, il y a plus triste, je dirais, on a actuellement quand même souvent des délais par des manques de professionnels. Hein. Le nombre de fois, déjà par des premiers professionnels qui ne vont pas forcément s'alerter. Hein. Et je suis médecin, j'étais longtemps médecin traitant, donc je peux le dire. Le médecin traitant qui doit être celui qui va pouvoir orienter, qui va pouvoir des fois avoir des déclics, parfois va être complètement, entre guillemets, berné, hein, parce qu'il connaît trop la personne depuis trop longtemps, parce que quand on va voir son médecin, on se fait tout beau, on se concentre, on fait le minimum, et globalement ça se passe bien, hein, on est tout clean, même si le reste du temps ça ne va pas. Donc c'est pas forcément, on peut 2 ou 3 fois aller voir son médecin, et puis il s'est rendu compte de rien. Hein. Moi je réentends une dame me dire, mais je vais le voir pour renouveler le traitement, le médecin il m'a dit qu'il n'y avait rien, puis 3 mois après je me rends compte que ça ne va pas du tout. Effectivement, il a renouvelé le traitement, etc. Il n'est pas pour ça, on ne en a pas parlé, et il ne s'en est pas aperçu. Donc là, des fois, on a des pertes de temps importantes. On a aussi des pertes de temps après, parce que pour avoir un rendez-vous en consultation mémoire, ça peut prendre des fois 6 mois, 8 mois, etc. On connaît tous les problèmes de manque. Donc tout ça, ça peut expliquer les retards. Je n'ai pas l'explication de pourquoi il y a eu 3 ans, mais à mon avis, c'est des premières explications. Peut-être que là, sur l'exemple de Thierry, c'est aussi le fait de son jeune âge, qui a peut-être posé plus de questions, et donc il y a peut-être eu d'éliminer d'autres diagnostics avant celui de la maladie d'Alzheimer, qui est moins probable en effet à ces âges-là. Quand les gens sont âgés, je pense que le diagnostic est plus facilement posé, même en début de maladie. On a répondu, madame? On a répondu? Oui, merci. D'autres questions? Une dernière question par rapport au premier court-métrage, peut-être ça vous a suscité des choses. Par exemple, moi j'aurais une remarque par rapport justement à ça. Donc souvent c'est l'entourage aussi qui se rend compte un petit peu de choses comme ça. Et donc moi je suis infirmière libérale. Et du coup, moi l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement l'entourage a beaucoup de mal aussi à faire la démarche et à amener la personne à consulter. Et on est un peu démunis face à ça. Enfin, quoi leur dire, c'est pas facile quoi, d'amener ces aidants, en fin de compte, hein, cette famille, à faire les démarches en premier. Quoi. En effet, c'est le problème d'accepter la maladie, d'accepter en effet les troubles, parce qu'en effet, on peut dire mais non, mais c'est normal, c'est l'âge, il perd un peu, mais oui, mais non, et de minimiser en fait les choses et de... Voilà, je pense que c'est un petit peu la peur du diagnostic. Puis c'est aussi... souvent, il me semble que souvent, il y a, effectivement, l'entourage ne veut pas, mais l'entourage est confronté à
à l'opposition ou l'incompréhension du patient. Qui dit, attends, moi j'ai pas de problème, pourquoi j'irais? Pas conscience de ses troubles. Et donc ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut dire des choses difficiles à entendre, il faut parfois presque rentrer en conflit. Moi je revois dans mes consultations, la dame dit, vous savez docteur, il a des soucis de mémoire et tout, et le monsieur dit, de quoi tu parles? Il dit, ma femme elle dit n'importe quoi, elle n'écoutait pas docteur. Quoi, hein. Donc tout de suite, ça, certains au niveau de l'entourage n'ont pas trop envie de créer ce conflit et mieux temporiser. Oui, parce que ça c'est un vrai problème, enfin, ça crée vraiment un climat de conflit avec les enfants, avec la femme, avec le mari, ça peut avoir des conséquences après. C'est ce qui amène beaucoup un peu dans le retard de diagnostic. On a souvent des diagnostics qui sont posés très tard. On a bien vu, alors autant dans le deuxième film, un film qu'on vient d'avoir sur le diagnostic précoce, on a un couple qu'on sent à l'unisson par rapport à la maladie, autant dans le premier film, on voit bien la tension qu'il y a entre l'homme malade et sa femme qui dit, certainement, lui, attends, il dit n'importe quoi, ça commence comme ça, hein, avec la poivrière, c'est vraiment ça. Quoi. C'est insupportable. Dont il se défend de ça par l'humour, beaucoup, lui. Justement, dans le film, on voit bien, un premier film, on voit bien que les enfants qui viennent une fois de temps en temps pour un repas, eux repartent, comme vous le disiez avec le médecin. Ils ont rien vu. En fait, ils n'ont pas vu. Donc pour le diagnostic, ça s'adresse vraiment aux proches aidants. C'est à lui c'est lui qui voit qu'il y a des troubles du comportement, même si, les difficultés qu'il a, même s'il résiste un peu, peut-être essayer d'axer sur le fait que ça va expliquer. On ne sait pas au départ quel diagnostic ça va être en fait. Donc on ne part pas tout de suite négatif, mais au moins aller essayer d'expliquer, mettre un mot sur les difficultés qu'ils rencontrent, et ils ne savent pas ce que c'est en fait. C'est peut-être aussi ça qui pourrait les amener à aller consulter. C'est vrai qu'en début de maladie, il y a vraiment un diagnostic différentiel à faire entre dépression et démence débutante, parce que les symptômes sont vraiment au début, les troubles cognitifs et retentissement sur les fonctions cognitives entre la dépression et le début de démence sont un peu semblables. Donc on peut passer pendant longtemps devant aussi un diagnostic où il peut aussi se surajouter à une dépression. Des fois, dans une maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle le mode inaugural peut être la dépression. Je reviendrai aussi sur ce que vous disiez, Christelle, sur la réaction de la femme dans le premier film, de l'épouse et la réaction des enfants. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'épouse, elle aurait pu dire aux enfants, dis non, mais c'est insupportable ce qui se passe actuellement, hein, vous ne savez pas, mais il faut voir comment ça se passe au quotidien. Et on sent bien, alors après, pour moi, il y a sûrement plein d'explications. Hein. Il y a sûrement, il peut y avoir une pudeur, hein, c'est-à-dire en fait, c'est l'histoire de notre couple, c'est tous les deux, et on se débrouille, on dit que tout va bien. Et puis il y a aussi souvent une protection pour les enfants, quoi. Ils sont là, ils ont leurs soucis, ils ont leur boulot, ils ont leurs propres enfants, on ne va pas les mettre en difficulté. Et finalement, l'aidant principal, l'aidant proche, reste complètement seul avec sa souffrance, alors qu'ils ont probablement des enfants qui seraient prêts à aider, hein, mais presque tout est fait pour leur cacher inconsciemment. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut dire le diagnostic. Et j'ai eu au cours de mon expérience pendant que j'étais président de France Alzheimer beaucoup de témoignages de gens qui avaient la maladie d'Alzheimer et qui avaient été soulagés quand ils avaient appris le diagnostic parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils ne savaient pas quoi. Donc ils ont été soulagés. Par contre, moi j'ai une expérience personnelle, mon épouse, moi je trouve qu'il doit y avoir des cas exceptionnels et des cas où il faut être tout à fait modéré. Moi, j'étais hospitalisé, j'étais en réanimation le jour où ma femme avait rendez-vous avec la personne qui lui a donné le diagnostic. Elle était infirmière, elle craignait cette maladie d'Alzheimer depuis très longtemps et le médecin lui a dit « vous êtes Alzheimer ». Ce qui fait que ça lui a, à mon avis, gâché au moins 4 ans de sa vie parce qu'elle avait cette épée de Damoclès qui n'était plus... Si elle avait eu, qu'on lui aurait dit, vous avez des troubles cognitifs, vous avez des troubles, vous risquez, etc. Mais elle avait cette chose Alzheimer qui avait été assommée et
à partir de là, elle a complètement déprimé à partir de là. Donc je pense qu'il doit y avoir des cas où il faut être tout à fait, il faut moduler le chose et moduler le diagnostic. Monsieur, on parle des aidants, on parle des accompagnants, on parle des personnes qui le vivent et elles-mêmes. Et il y a beaucoup de gens, surtout dans nos sociétés actuellement, qui finissent leur vie seuls, où il n'y a pas d'aidants et il n'y a même pas de famille. Et moi, j'ai connu le cas vraiment d'une voisine. Et moi, je n'étais pas très proche de cette voisine. C'est une voisine de palier, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Et du coup, j'étais pas aidant, j'étais juste un voisin, anonyme plus ou moins, bonjour, bonsoir, quoi. Et c'est une situation, je ne suis pas en train de dire que c'est horrible ce que j'ai vécu, c'est cette personne-là qui avait des difficultés. On est vraiment désarmés. Et je pense que ça doit être terrible pour ces personnes-là de ne pas, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir la même réaction, j'imagine, au téléphone, de minimiser quand les enfants sont loin, de ne pas dire tout ça. Et de jour en jour, ça devenait dramatique, c'est-à-dire que j'étais obligé d'écouter, j'entendais monter, descendre dans l'escalier. Je sortais en me disant, et c'était elle, ah, je suis content de vous voir parce que je ne sais plus du tout laquelle c'est ma porte. Et je trouvais, ça me fendait le cœur, mais moi je suis que le voisin, c'est pas moi qui, je connaissais pas les enfants non plus, je veux dire, elle était très 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 seule cette femme. Et alors, l'avantage énorme que j'ai eu, parce que je peux me poser la question, est-ce que je trouve une assistante sociale, je ne veux pas laisser... Et l'avantage énorme que j'ai eu, c'est qu'elle était... Je ne connais pas bien la maladie, mais il y avait des phases, elle était totalement consciente de ce qui lui arrivait, et elle a fait les démarches elle-même, elle est vraiment rentrée dans un processus d'intégration de la maladie qu'elle avait elle-même, elle l'a reconnue elle-même. Ce qui ne doit pas être le cas tout le temps. Donc je me dis, il doit y avoir des cas de personnes seules et âgées et qui perdent le contrôle, le fil de leur vie et qui doivent être dans des situations ubuesques et catastrophiques. Merci de ce témoignage, mais oui. Est-ce que la maladie d'Alzheimer a ces phases d'arrêt, de reprise, comme ça? Oui, tout à fait. C'est tout à fait décrit et on le voit effectivement. Alors après, ça peut être... Même dans le temps, on voit des gens qui vont être une partie de la journée complètement perdus, puis à un moment, ils reconnectent bien, et à ce moment-là, soit ils ont oublié qu'ils étaient perdus avant, soit ils se rappellent qu'ils étaient perdus avant, et à ce moment-là, ils sont très inquiets, très angoissés, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Effectivement, ça se rend compte tout à fait. Ce que je me disais, c'est qu'effectivement, en tant que citoyen, on a tous un rôle dans ce cas-là, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on sent isolé, atteint comme ça, désorienté et tout, c'est vrai que, bon, entre guillemets, elle a eu la chance que par moment, elle était, comme vous dites très bien, elle avait moins de troubles et elle a pu gérer ça. Autrement, effectivement, le réflexe que vous aviez, à mon avis, était le bon. Il faut contacter les services sociaux de la mairie, il faut contacter une assistante sociale, il faut trouver le moyen pour alerter quelqu'un et que ces personnes ne restent pas, parce qu'elles sont en réel danger, quoi. En réel danger. Dans les prises en charge de la Maya dont je parlais tout à l'heure, où on a donc des gestionnaires qui aident les gens à rester à domicile, un des premiers, ils prennent ce qu'on appelle en charge les cas complexes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas toutes les personnes qui sont atteintes de troubles de mémoire qui vont bénéficier, c'est vraiment ceux pour lesquels il y a une vraie difficulté. Et le premier critère, c'est l'isolement, c'est la personne qui est seule. C'est évident que c'est complètement différent, la personne qui est seule, ou les deux personnes qu'on a vues dans les films qui sont en couple. Ce qui arrive, ce qu'on voit nous, dans nos petits villages, où en effet on est dans des zones assez rurales, c'est parfois le maire en fait qui est appelé et qui intervient et qui fait hospitaliser la personne. Nous on a vu ça à l'hôpital, quand les gens sont très isolés. On va repasser là. On va vous présenter un deuxième film de quelques minutes aussi, sur le difficile passage ou la difficile décision de passer en EHPAD. Comment ça se passe? C'est flou dans la tête de la personne en face. Comment ça peut être clair pour nous? C'est impossible. Flou dans la tête de la personne en face. Comment ça peut être clair pour nous? C'est impossible.
j'habite à Paris, j'ai grandi en région parisienne et ma grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Du vivant de ma grand-mère, mon père n'a jamais prononcé le nom de la maladie dans la maison. Jamais. Et je me souviens lui avoir dit, papa, est-ce que du coup mamie elle a Alzheimer ou pas? Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Il y avait quelque part une sorte de... pas de rejet, parce que lui il n'a pas rejeté la maladie, mais je pense qu'il y avait une protection vis-à-vis de nous. En revanche, à partir du moment où il avait pris la décision de la mettre dans une maison de retraite médicalisée, là il y a eu un choix qui a été fait, une décision qui a été prise. Et je sais que pour mon père, ça a été excessivement douloureux de devoir accepter que là, nous, à notre échelle, on ne pouvait plus faire grand-chose. Et qu'il fallait que des gens dont c'est le métier puissent s'en occuper. On a eu 2 émotions. Ça va être un déchirement parce qu'elle ne sera plus là, mais on va s'occuper d'elle. Et la 2e émotion, ça a été comme un soulagement. Parce que moi, ma vision d'enfant, je voyais mes parents épuisés. Mon père avait été la voir. Et quand il est rentré à la maison, il m'a dit, elle m'a pas reconnue. Et ça a été violent pour lui. Parce que si elle ne reconnaissait pas son fils, nous, on savait qu'elle ne pourrait pas le reconnaître. Je pense que ça nous aurait fait beaucoup de bien d'avoir la possibilité de connaître comment appréhender la maladie, s'il y avait déjà des petites choses, je ne sais pas, comme des premiers secours ou des premiers soins, enfin ce genre de formation-là, pour nous aider à avancer correctement, à être plus apaisés aussi vis-à-vis de cette maladie et pouvoir accompagner correctement la personne au mieux avec, je sais pas, comme une petite boîte à outils qu'on aurait pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible à notre échelle et dans notre univers, parce que du coup c'était notre univers à la maison. Cette maladie en tant qu'aidant nous amène à de la frustration, à de la colère, à de la tristesse, à de l'impuissance. Je l'ai observé chez mes parents, je l'ai observé chez mes sœurs, je l'ai observé dans tout l'entourage qu'avait ma grand-mère. On n'est pas responsable de ce qui se passe. On n'est pas non plus responsable de ne pas avoir les clés. Vraiment, je pense qu'on fait ce qu'on peut et qu'il est important d'être en empathie avec soi-même. On fait au mieux. C'est tellement flou. C'est flou dans la tête de la personne en face. Comment ça peut être clair pour nous? C'est impossible. Et il faut se le rappeler, ça, pour s'apaiser déjà, et donc pour pouvoir être disponible pour la personne. C'est une maladie qui demande beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Donc faut pas avoir peur d'en donner, déjà. Parce que c'est reçu. On a l'impression que c'est pas reçu. Parce que justement, la mémoire immédiate n'existe plus. Mais c'est complètement reçu. Et faut pas avoir peur d'en parler non plus. Parce que de l'aide, il y en a. Beaucoup. Elle est solide. Et c'est important de le savoir. Il faut pas avoir honte. Même là, je vois, je suis ici, je témoigne et tout, je me suis posé la question de savoir s'il fallait en parler ou pas, et puis après je me dis, oui, il faut, parce que peut-être que quelqu'un se reconnaîtra. On n'est pas seul, on est nombreux finalement à gérer comme on peut, surtout. Parce que à ce moment-là, c'est vraiment de la survie. En tout cas, quand on fait partie des aidants, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens qui sont en tout cas autour de la personne atteinte de la maladie, c'est de l'instinct de survie. Aujourd'hui, il y a des moyens, plus qu'avant, qui sont solides, et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, vraiment. Bien au contraire, bien au contraire.
peu la peine à prendre la parole après ce témoignage que je trouve particulièrement émouvant, d'une beauté et d'une émotion qui est vraiment importante. Alors elle parle de beaucoup de choses. Là on a choisi, on pourra parler de tout ce qu'on veut dans la discussion, là on a choisi de parler un petit peu de la question de l'entrée en institution. On dit de l'entrée en EHPAD. Alors moi j'en parle avec mon regard de soignant, un petit peu des deux côtés, puisque j'ai été des dizaines d'années médecin généraliste, donc du côté du domicile, et que maintenant je suis médecin coordonnateur en EHPAD, donc je suis plutôt en gros avant. Vous voyez, les gens, et maintenant je les reçois. Donc c'est deux regards qui, à mon avis, sont complémentaires. Et les regards qui m'intéresseront, qui sont intéressants après, c'est vos regards à vous, famille, ou à famille, enfin professionnels aussi, qui vont recouper les miens, mais aussi les regards des familles qui ont vécu ou qui craignent de vivre ça. On pourrait faire une soirée uniquement là-dessus, donc je vais juste pointer quelques points qui pour moi sont importants. D'abord, dans 90 ou 95% des cas, l'entrée en EHPAD est toujours un événement traumatisant. On peut bien faire tout ce qu'on veut, on peut bien accueillir les gens, on peut bien aller faire des visites de préadmission, on peut bien être aussi gentil qu'on veut, avoir une directrice d'EHPAD aussi charmante et aussi mignonne qu'elle soit. L'entrée en EHPAD, ça reste quelque chose qui est traumatisant. On ne va pas dire 100%, mais dans la grande majorité des cas. Et c'est traumatisant tant pour les personnes qui ont des troubles cognitifs que pour les personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs. Ça, je crois que c'est une réalité. Et c'est aussi traumatisant pour l'entourage. Mais ça, la petite fille le dit bien dans son témoignage. Alors, face à cette décision qui est traumatisante, en gros, je dirais qu'il y a 3 sortes de réactions de la part de la personne concernée. Il y a parfois une réaction d'acceptation. Ça, c'est un peu les 5-10% pour qui c'est moins traumatisant. Alors, parfois même une réaction d'anticipation, quelqu'un qui n'a pas de trouble cognitif et qui dit « à partir de maintenant, je veux rentrer en établissement parce que mes enfants sont plus inquiets, ce sera plus sécurisant, pour tas de raisons. » Ça arrive. J'en ai vu aussi avec des troubles cognitifs disant « attendez, maintenant je me perds chez moi, je n'en trouve plus, c'est dangereux, je suis inquiet, je veux rentrer en institution. » C'est les meilleures conditions, c'est en général, c'est très minoritaire, mais globalement, c'est bien. À l'inverse, on a le refus complet. Le refus complet qui existe chez des gens qui n'ont pas de troubles cognitifs. En général, ça va être respecté, parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas rentrer, ils ont décidé. À la limite, après, ça sera si vraiment ils se mettent en danger, si vraiment ils mettent en danger l'entourage, ou qu'on a peur qu'ils fassent exploser la maison, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas de troubles cognitifs, ça va être, ils vont rester chez eux jusqu'au moment où il y aura un accident, un traumatisme qui fait qu'ils vont aller en établissement. C'est beaucoup plus fréquent, effectivement, chez les gens qui ont des troubles cognitifs, qui ont souvent, je dirais, cette la désinhibition qu'on connaît dans ces troubles, qui fait que finalement, ils sont moins sages que les autres, quoi, quelque part. Ils ne vont pas avoir ce truc de dire finalement, oui, tu as raison, quoi. Je n'ai pas envie d'y aller, mais la raison, beaucoup de gens vont plus ou moins réagir comme ça, les gens qui n'ont pas de trouble cognitif majeur disent oui, tu as raison, je ne voudrais pas y aller, j'ai pas envie, mais je sens bien qu'il faut faire comme ça, parce que ça va être trop difficile pour vous, ça va être trop difficile pour moi, voilà, bien raisonnable. Avec les pathologies cognitives, très souvent, effectivement, avec une désinhibition, on n'est plus du tout raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, il ressort ce que vraiment on sent, qui est, moi je suis chez moi, je ne vois pas pourquoi je serais en danger, rien sans me dire, le danger, vous le voyez, moi je ne le vois pas, et donc je peux rester chez moi. Et effectivement, dans ces conditions, c'est toujours très difficile, on n'a pas de solution miracle, et ça va de la personne qu'on va arriver à décider, à celle à laquelle on va arriver obligé parfois d'être plus autoritaire, parce que le danger est tel qu'il est impossible qu'elle puisse rester seule chez elle. Une fois en EHPAD, je vais essayer d'être bref, c'est difficile parce que c'est un sujet qui est tellement riche. Une fois en EHPAD, ça va donner des choses différentes. Il y a la personne qui voulait rentrer qui, en général, ça va pas trop mal se passer, sauf si elle dit finalement c'est pas ce que je pensais. Je me disais, mais finalement c'est vraiment pas. On le voit, on voit qu'il le fait. Moi je rentre chez moi. Mais en général, ça va bien. L'immense majorité des personnes, par contre, moi je suis admiratif devant la capacité de résilience qu'ont ces personnes, qu'ont les personnes âgées globalement.
C'est-à-dire que l'immense majorité vont progressivement faire le deuil d'être seules chez elles, vont progressivement accepter que la vie maintenant elle est comme ça, avec les repas en communauté, etc. etc. Et ben, ça va arriver à se passer avec plus ou moins de dépression, plus ou moins d'acceptation. Et puis de temps en temps, on a un certain nombre qui ne vont absolument pas accepter. Et on va avoir ce qu'on appelle nous, un syndrome de glissement, quelqu'un qui se laisse aller, ou dans la maladie d'Alzheimer, quelqu'un qui va continuer à être dans l'opposition. On voit dans des cantos des gens qui tous les soirs tapent sur les portes et tout parce qu'ils veulent rentrer chez eux, qui ne comprennent pas, etc. Quelques petits points très rapidement aussi, un peu plus rapidement. Avoir bien en tête que faire rentrer en institution lorsqu'on a vraiment essayé de voir, lorsqu'on sent que la liberté et l'autonomie de la personne, certes c'est ce qui est le plus important, mais la mise en danger est telle qu'on ne peut plus le faire et qu'il faut le décider, à ce moment-là, il faut vraiment aider les aidants pour dire bien que ce n'est pas un échec. Comme le dit personne qui intervient, je ne sais plus si c'est Olivia ou Emmanuel, je ne me rappelle plus, et elle dit on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. On a construit une société, et des fois je me disais l'autre jour, je réfléchissais, je me disais, il y a 50 ou 60 ans, ou peut-être 70, non, 50 ou 60 ans en Haute-Loire notamment, il était tout à fait admis que les enfants en 6 ans, ils allaient en pension, et puis bon, globalement, ils étaient en collectivité, et puis ils allaient grandir comme ça. Maintenant, sauf exception, parce qu'il y a des systèmes géographiques ou autres, c'est plus comme ça qu'on fonctionne. Et il y a 60 ans, les vieux, ils restaient à la maison, et puis maintenant, ils sont en EHPAD. Alors il y a plein de raisons, on va faire un cours de sociologie, hein, les éclatements de vie, le rythme de vie, les loisirs, tout ce qu'on veut, mais ça, c'est pas moi ou vous individuellement qui en êtes responsable. C'est l'évolution de la société qui fait que c'est comme ça. Donc, aidons les aidants à ne pas se sentir comme ça. Deux autres points encore qui me paraissent importants, pour les aidants aussi. Partez du principe que ça sera moins bien qu'à la maison. Parce qu'à la maison, on est chez soi, parce que c'est sa carapace, parce que c'est son lieu de vie, etc. Alors effectivement, tout va être fait pour que ça soit le moins mal possible. Comme je disais, la résilience des gens va faire qu'ils vont le plus possible arriver à le vivre et à l'accepter, mais notamment ceux qui gardent quelqu'un d'Alzheimer chez eux, qui s'en occupent tous les jours, qu'il faut manger midi, qu'il faut manger soir, etc., jamais ça sera aussi bien. Si ça l'est, tant mieux, il vaut mieux partir avec le principe que ça ne sera pas. C'est un peu, pour moi, une réalité. Deux derniers points que je voulais souligner et j'arrête. Bien évidemment, c'est pas parce que la personne, votre proche rentre en EHPAD que l'accompagnement s'arrête. Il y a un accompagnement à continuer qui est fondamental. L'EHPAD va permettre de décharger de certaines tâches matérielles, mais l'accompagnement affectif, le lien relationnel, etc., doit absolument se poursuivre. C'est majoritairement le cas. On voit parfois des gens qui, après avoir énormément donné, par épuisement, pour plein de raisons, désinvestissent. Et ça, c'est vraiment difficile. Et puis, pour terminer par une note plus optimiste sur l'entrée en EHPAD, on a parfois des souffrances qu'on ne perçoit pas au domicile. J'ai un exemple, là, je me passe plus en tant que famille. Hein, pour mon beau-père, ma belle-mère décède, et mon beau-père dit, moi je vais rester chez moi, il n'a pas de trouble cognitif, et il passe un an, 2 ans, 3 ans chez nous. Et puis on le sent tout le temps un petit peu moins bien, et puis il allait quand même manger dans un foyer-restaurant où il y avait un EHPAD, etc. Puis un beau jour, il nous dit, moi je vais rentrer avec vous. Et il a été transformé. Il a retrouvé la joie, il a retrouvé la relation, c'était un homme relationnel, et on n'a pas senti, nous, que finalement, il s'isolait chez lui et qu'il était en souffrance chez lui. C'est-à-dire qu'on a parfois des cas où, effectivement, contrairement à tout ce que je vous dis depuis le début, le domicile n'est pas toujours la solution idéale, et l'EHPAD n'est pas toujours la même solution. C'est vrai qu'il y a cet attachement au domicile, mais que dans un certain nombre de cas, on se rend compte que les gens, ils sont mieux en EHPAD qu'ils étaient avant, et certains nous le disent carrément, en tout cas beaucoup de familles nous le disent. Je suis un petit peu trop bavard, je sais pas, c'est Karine qui est bavard. Mesdames, messieurs, est-ce que vous voulez faire part d'une question? Moi, je voudrais juste dire, effectivement, dans le témoignage aussi, elle parle qu'elle n'est pas responsable. Et moi, je pense aussi qu'au niveau des aidants, ce qu'il faudrait aussi travailler,
travailler, c'est sur la notion de culpabilité, qui est en rien la notion de responsabilité. Il faut voir quand même, par exemple, un couple qui s'est occupé de sa femme ou de son mari et qui, à un moment, ils ne se sentent pas responsables, mais ils se sentent coupables. Et ce déchirement-là qui est fait quand on amène sa femme ou son mari, et tout d'un coup, c'est un déchirement. Et là, même si après, il arrive la personne en EHPAD arrive à s'arranger et tout, avec l'EHPAD et tout, ce déchirement-là, je pense que là, c'est un déchirement, c'est une culpabilité, et que là, je pense que les aidants, enfin, que là, il faut intervenir, parce que c'est un gros travail de déchirement et de culpabilité. Merci. Mais d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on je trouve qu'effectivement ce film il est tellement émouvant, il y a dit tellement de choses justement importantes, et je trouve que ce serait presque à faire voir pour toutes les familles, parce que c'est vraiment, je trouve qu'à propos elle est déculpabilisante dans ce qu'elle dit. On sent bien que dans ce qu'elle dit, ce qu'elle a vécu, vraiment, enfin, elle essaie de déculpabiliser les gens, c'est vrai qu'elle est très touchante. Mais c'est la petite fille. C'est la petite fille, oui. Et du coup, c'est pas... Voilà, après les choses sont différentes aussi quand c'est son conjoint, quand c'est son parent, ou quand c'est... il y a des choses différentes qui jouent là. C'est vrai qu'on en parlait pendant le film en disant que c'était vraiment à montrer à tous les aidants, ce que disait Virginie. Ce qui, moi, m'a plu, c'est quand elle parle de flou. Et je pense que c'est ça, c'est que nous, enfin, l'aidant est une personne qui n'a pas de trouble cognitif, qui est cortiquée et qui voudrait appliquer, elle le dit d'ailleurs, des règles, un protocole, peut-être même savoir comment faire, des gestes. Et en fait, avec cette maladie, c'est bien souvent difficile. Donc, c'est flou. Et c'est pour ça qu'après, si on nous l'explique avant, peut-être qu'il y aura moins ce sentiment de culpabilité à un moment donné, après l'entrée en EHPAD ou à divers moments. Dans la salle. Moi, je veux dire, comme c'est tout frais, je peux en dire quelques mots. Je trouve que Emmanuelle, elle dit énormément de choses. Je ne sais pas si elle dit tout, mais elle aborde tout. Et moi, je retiendrai le fait que quand elle parle de responsabilité, il ne faut pas se sentir responsable. Quand au printemps dernier, on s'est retrouvé avec mon épouse crevée. On était fatigués, on n'en pouvait plus. On ne l'avait pas vu venir, mais enfin, je ne sais pas comment dire. On s'est dit, on n'en peut plus, là, on est fatigués. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, ma belle-mère était là, il faut qu'on souffle. C'était pour nous. Il faut qu'on souffle. Donc on va la mettre en séjour de répit. Elle est allée passer une semaine à Nazareth. Elle est revenue, on s'était détendu, on s'était reposé. Elle revient, et c'était comme avant. Et puis quand on regarde, quand on a pu regarder, on est allé voir Sandy Marion, la psychologue de l'association au local. Elle nous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, puis on s'aperçoit quand même que elle a baissé quand même à certains endroits-là, elle fait plus ceci, elle fait plus cela. Quand on vit constamment avec, il y a des choses qu'on ne perçoit pas, il faut du temps. Il faut qu'on nous le dise. Ah ben oui, tu te rends compte, il y a quelques mois, elle faisait ça. Il faut de temps en temps faire des petits retours en arrière pour voir ce qui se faisait, ce qui se fait plus. Et puis on s'est dit, vraiment là, c'est comment on va faire. Et puis on réalise que quand les aides-soignantes sont là, eh bien, il faut qu'on soit toujours pas loin parce qu'elle ne va pas se tenir debout si on n'est pas là, qu'il y a de plus en plus d'accidents qui arrivent, qu'elle se lève de moins en moins bien. Et on se dit, mais là, on n'a plus les bonnes conditions pour elle. D'une part, on est fatigué, c'est pas sécurisant pour elle. Les dames qui venaient du CIAD étaient de plus en plus gênées, elles aussi. Petit à petit, on a senti qu'il y avait une conjonction de choses qui faisait qu'il fallait qu'on y passe. C'est-à-dire que naturellement, pour mon épouse, ça a été compliqué quand même. Se dire à un moment, cette idée de dire un jour il faudra qu'elle y aille, mais c'est maintenant, ça y est, c'est maintenant, on y est. Est-ce qu'on le décide là ou est-ce qu'on ne le décide pas? Finalement, la décision a été prise assez vite. Et sur l'entrée en EHPAD, la personne malade, elle s'y fait plus ou moins bien, moi je n'ai pas de recul, mais l'entourage
ce que tu disais, Jacques, est tout à fait vrai. Si on compare entre ce qui se vit dans un EHPAD et ce qui se vit à la maison, nous, on lui a retiré plein de choses, quoi. C'est plus comme à la maison. C'est une autre vie. On se dit, et je dirais que c'était difficile pour nous. Ça a été un coup, pourtant on voyait que les gens étaient gentils, qu'ils s'occupaient bien, qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, que tout était bien organisé. Et on se dit, oh là là, mais enfin, je ne vais pas vous dire tout ce qui se passait, mais elle reste plus de temps au lit, elle mange mixé alors qu'elle mangeait quand même des repas normaux à côté de nous, et j'en passe. On se dit, oh là là, c'est terrible, et ça nous a fait un gros choc. J'irais presque plus à nous qu'à elle. Elle, ça a été dur, on a senti qu'il y a eu quelques jours de difficiles, 2-3 jours, et puis après, on a eu l'impression quand même qu'elle passait de l'autre côté, qu'elle acceptait. Voilà. Mais pour nous, c'était terrible. C'était terrible. Il faut se dire, comme tu disais, je ne sais pas quelle expression tu avais pour dire ce sera moins bien. Ah, ce sera moins bien, ça c'est sûr. Mais ma femme, quand elle y va, elle me dit ah oui, c'est quand même. C'est un peu raide d'y aller, mais elle me dit mais de toute façon, il y a un moment, j'ai aucun regret, j'ai aucune culpabilité, parce que là, on pouvait peut-être faire encore 2 mois, je sais pas, on pouvait encore tirer un peu plus sur la corde, mais là il fallait y aller. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai quand c'est des couples âgés qui sont à la maison, où l'aidant est âgé, et donc il n'y a plus non plus la même énergie pour s'occuper de la personne, et notamment quand on commence à plus dormir la nuit, ça devient très compliqué pour l'aidant d'arriver à gérer les journées. Et c'est vrai, quand les gens ont la tête dans le guidon, ils ne voient pas ça, et des fois on a beau le signaler, beau dire mais là c'est difficile pour vous, vous ne pouvez plus, c'est vrai que c'est difficile d'arriver au passage à l'entrée en EHPAD. Mais je crois qu'à un moment, c'est plus un choix. Et on me dit souvent, pour être aidant, il faut être en bonne santé, il faut pouvoir faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Si on n'arrive plus à prendre soin de soi, on ne va plus arriver à aider l'autre. Si on veut aider le malade, il faut aider la famille. Voilà. Si Karine nous laisse 2 minutes encore. J'aurais bien demandé, moi, je crois qu'il y a un certain nombre de professionnels dans la salle, est-ce que vous avez des difficultés à mettre au même niveau votre perception du domicile et de la fragilité du domicile, la perception que vous avez et la perception qu'a la famille? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez dans un certain nombre de cas à dire mais c'est plus possible ce maintien à domicile, et avec une famille qui dit mais attendez, tout va très bien, on continue, il n'y a pas de problème? Moi, c'est ce que j'allais vous dire. En fin de compte, la famille, elle minimise beaucoup. Et puis, je pense qu'il manque de recul aussi par rapport à la situation. Nous, les professionnels, on est des gens extérieurs. Du coup, on a une autre vision. On a une autre vision de la situation. Je ne sais pas si on entend. Donc voilà. Après, moi, ce que je trouve difficile, c'est d'évaluer le moment où vraiment on va dire stop quoi, presque tirer la sonnette d'alarme en disant là c'est plus possible. Ce moment à évaluer il est difficile. Je ne sais pas si on peut le faire complètement seul, ça. Ouais. Nous, je pense que si on n'avait pas vu Sandy, on l'a vu 2 fois avant de prendre la décision. Une fois pour qu'elle nous a interpellé pour dire qu'il va peut-être falloir commencer à y penser. Peut-être que là, ça s'approche bien. Et puis la deuxième fois, on a presque pris la décision, mais on avait besoin quand même encore d'en parler. Pour dire, ok, maintenant, on en a parlé avec une tierce personne, je t'ai écouté, allez, ok, on y va, c'est parti. Mais ça aide beaucoup d'avoir un tiers pour décider. Je sais pas, je vous ai coupé, peut-être. Oui, non, voilà, c'était... Moi, c'est la difficulté que je rencontre le plus. Il y a une dame qui voulait parler, je crois. Quand je travaille dans le service de la domicile, j'avais une personne justement qui avait eu les Alzheimer. Et on intervenait plusieurs fois dans la journée. Et donc les enfants étaient vraiment dans le déni pour qu'on intervienne, parce qu'ils ne voulaient absolument pas la mettre en établissement. Donc elle est restée chez elle jusqu'au dernier moment de sa vie. Mais bon, moi je trouvais ça très dangereux, de la laisser toute seule. Et puis bon, c'était quand même une maladie qui est assez... Alors, voilà. Ce
qu'on n'a pas toujours, nous, en professionnels, ce qu'on n'a pas toujours, on n'a pas toujours toutes les cartes, vous savez bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des aidants, des familles qui disent on ne peut pas s'en séparer, quoi. Affectivement, c'est trop dur, elle est bien chez elle, donc je me battrai, j'irai jusqu'au bout, etc. Il y a aussi des aidants, et sans du tout leur jeter la pierre, pour lesquels maintenant, de plus en plus, on a des problèmes financiers énormes, quoi. Et décider à rentrer dans un établissement qui va coûter 1500 ou 2000 euros, qui va supprimer tout l'héritage, qui va... la question de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je paye la maison de retraite à ma mère ou est-ce que je paye les études à mon fils, c'est des choses, c'est des vraies questions, absolument, avec des retraites très basses. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir des maintiens à domicile par défaut, alors que tout irait dans ce sens-là et que la personne y serait sans doute mieux, mais parce que financièrement c'est effectivement très compliqué. Et ce que tu disais très juste, Philippe, tu disais mais quand effectivement rentrer dans une maison de retraite sur la fin de la vie et ça va durer 6 mois ou 1 an, c'est pas le même coût financier que d'y rentrer et d'y rester 10 ans. Alors 10 ans maintenant c'est rare, mais ça se voit encore, et ça a des impacts financiers qui sont complètement différents, et il faut en tenir compte, c'est une réalité. Pour revenir un petit peu sur ce que disait infirmière et madame soignante, et ça vous rejoint aussi, c'est que je crois que quand on sent que les gens sont en danger, quand on sent qu'en effet les aides à domicile arrivent à un stade où c'est plus possible, où on n'arrive plus, où on sent que la personne n'est pas bien, après c'est aussi du domaine du ressenti, où on voit, je pense qu'alerter c'est important quand même. Alors après, d'un côté ou d'autre, on alerte, après la famille en effet peut-être qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas entendre ou qu'elle ne peut pas, mais c'est important de votre rôle, c'est aussi votre rôle d'alerter. Enfin, vous êtes dans votre rôle là, j'allais dire, de soignant. Après en effet les décisions elles ne vous appartiennent pas derrière. Et je pense que c'est légitime d'alerter. On va passer au troisième temps. Mais quelque chose quand même que j'ai envie de dire, qui me semble important. Il est le plus possible important que cette décision soit prise, ce qu'on appelle de manière collégiale, avec si possible la volonté, la demande de la personne, mais avec l'intervention à la fois de la famille et des différents intervenants. Sinon, on en arrive en général à ce que ça va, à ce qui va se prendre. Un jour, en catastrophe, elle va tomber, il y aura une infection pulmonaire ou n'importe, le médecin de garde qui la connaît pas va la faire hospitaliser, et ça sera pas du tout le projet qui avait été mis. Donc c'est vraiment important quand même, quand on peut d'anticiper, et que cette décision soit prise le plus possible en accord les différents soignants et l'entourage. Je me tais. Ouais, ça en fait trop tôt quand même. Alors le troisième film là, qu'on va voir, alors je ne dis pas que c'est pour détendre l'atmosphère, mais enfin bon, il n'y a pas que des côtés négatifs, on peut vivre quand même avec quelqu'un qui est malade, il peut y avoir des bons moments, c'est le petit film qu'on va voir maintenant. Je ne regrette pas en fait de ne pas m'être battue contre la maladie, mais d'avoir gardé ce lien parce que j'ai vécu des moments très très forts et uniques. Je m'appelle Olivia Amblard, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 enfants, je suis mariée et j'ai accompagné mon papa dans la maladie d'Alzheimer jusqu'à son décès en 2016. Je me suis retrouvée à 34 ans balancée dans cette maladie, propulsée. Je ne sais pas si au début je l'ignorais ou si mon papa était assez malin pour détourner l'attention. Mais voilà, en tant que fille unique, j'avais des liens très proches de mon papa et j'ai remarqué des troubles qu'il n'avait pas avant. Au début, j'entendais ce mot, j'avais des craintes, j'avais une espèce de boule dans le ventre et beaucoup d'émotions difficiles à gérer. C'est une maladie qui fait que tout s'envole.
la mémoire, tout un tas de facultés s'envolent et c'est compliqué au quotidien. Je l'ai vu parce que ma mère ne l'admettait pas, elle perdait l'homme de sa vie, donc c'est pas évident, je l'ai compris après finalement. Moi j'ai évolué avec et ça a évité en fait que je me braque et que j'aille contre la maladie. Si j'essayais de le retenir dans son état d'avant, ça ne fonctionnait pas. Rapidement, j'ai été confrontée à toutes ces étapes qu'il peut y avoir dans la maladie d'Alzheimer. On parle d'hallucinations, on parle de troubles du comportement, le fait que quand je le voyais, il puisse me confondre avec sa sœur, sa mère ou tout un tas d'autres personnes. Enfin, quelqu'un quand même dans son environnement familial, quoi qu'il en soit. La première fois, ça vous blesse terriblement, qu'on ressort de là, les larmes aux yeux. Et puis après, on se dit que c'est pas si grave que ça. Même quand il a perdu la parole, il avait toujours ces petites attentions et il arrivait même à ressentir si j'étais pas bien. Donc sans parler, il pouvait avoir des gestes très, très tendres et qui me permettaient de voir qu'il était avec moi. Et j'ai le souvenir il était hospitalisé, donc avant qu'il rentre en EHPAD. Il ne parlait plus du tout, vraiment. Et je suis arrivée un jour où j'étais très mal parce que j'avais appris le décès d'une personne de ma famille. Je suis allée le voir comme toujours, sauf qu'effectivement, je devais être triste. Et alors qu'il ne disait plus un mot, il m'a pris la main et m'a dit « Ça va pas ma poule ?» Donc, effet de surprise. Et je me suis dit qu'il ressentait vraiment ce que j'éprouvais. Et je lui ai expliqué que j'étais effectivement pas bien. Et après, ça s'est arrêté là. Il n'a plus dit un mot, mais il avait en tout cas ressenti que j'étais très très mal. Il y a toujours eu ce lien fort, au même titre qu'un jour quand il était en EHPAD, très amaigri, alité, j'ai été le voir et je le rassurais en lui disant ça va aller, tu vas retrouver la forme rapidement. Et il a attrapé ma main et il l'a portée à ses lèvres pour embrasser ma main. Donc c'est pareil, c'était un geste improbable parce qu'il avait des difficultés pour s'alimenter même, tout seul. Donc me prendre la main et l'embrasser, c'était très fort. Un jour, quand je suis arrivée à l'EHPAD et que j'étais enceinte de 6 mois de ma fille, je suis arrivée une fois avec mon ventre imposant. Et en fait, lui qui pouvait parfois être un petit peu agité ou pas forcément, ou alors au contraire en total retrait, a posé sans même rien que je lui dise ses mains sur mon ventre. Avec un regard qui vous bouleverse. Donc, comme quoi c'était instinctif. Après le décès de mon papa, j'ai mis un certain temps avant de digérer mon histoire, parce que ça laisse des traces, que je ne pouvais pas évoquer la maladie sans pleurer, donc j'étais un petit peu à fleur de peau. Mais j'ai tellement vécu aussi de belles choses que je voulais essayer de donner des aspects positifs, parce que je trouve que parfois les gens se disent il ou elle a la maladie d'Alzheimer, comprend plus rien, c'est pas la peine, je jette l'éponge. Même si on perd tout un tas de facultés avec cette maladie, les émotions, ça reste très souvent intact. Je ne regrette pas en fait de ne pas m'être battue contre la maladie, mais d'avoir gardé ce lien parce que j'ai vécu des moments très très forts et uniques.
Donc, même si c'était infime, ça valait tout l'or du monde. Oui, donc voilà, on a trouvé que c'était important de terminer, en tout cas les courts-métrages par celui-ci, pour terminer sur une note positive et bien souligner le fait que tout n'est pas perdu et tout n'est pas terminé. Je commencerai par une petite citation de Simone de Beauvoir qui dit que dans vieillesse, il y a vie. Et je trouve que dans ce court-métrage, Olivia, puisque c'est son nom, nous apprend vraiment que dans cette maladie, il y a vie affective. Je pense que c'est ça qui est important. Elle le dit de nombreuses fois, et que dans la maladie, alors il y a une perte de certaines capacités, etc., mais il y a des moments de réveil. Elle le dit bien, c'est des surprises, des moments improbables, on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu des moments de réveil de la part de son père, et que donc il y a une partie très vivante du malade qu'il faut savoir reconnaître. Alors c'est pas toujours facile parce que pour accéder à ces moments très importants de joie, de bonheur, de lien, elle met plusieurs mots, elle dit émotion, lien, vie affective, il faut pouvoir ne plus souffrir de la maladie. Elle dit en fait je suis contente de ne pas m'être battue contre la maladie. Bon, voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est pas toujours facile, et ces moments de joie, on peut certainement pas peut-être les reconnaître au début. Elle, ça s'est produit quand son père était en EHPAD, donc déjà, elle n'avait pas les difficultés du quotidien, parce que des fois, c'est insupportable quand même, le malade au quotidien. Et puis, il faut aussi pouvoir se déprendre des blessures et de la souffrance psychologique que c'est d'avoir un papa, par exemple, puisque c'est le cas là, qui ne nous reconnaît pas. Et ça, c'est quand même un point qui... Je crois que c'était dans 3 courts-métrages aujourd'hui, mais c'est quelque chose que les aidants amènent. C'est la souffrance et la blessure que ça peut être. Il ne m'a pas reconnu. Et ça, je trouve qu'en en parlant, on se rend compte, et c'est ce qu'elle dit très bien dans ce film, c'est que finalement, peu importe, c'est pas il ne m'a pas reconnu, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas pu dire mon prénom, il n'a pas pu dire exactement qui j'étais, est-ce que j'étais sa fille, sa sœur, sa mère, mais peu importe, en tout cas c'était resté dans le giron des proches et des personnes qu'il aimait. Donc ça veut dire que l'amour est toujours là, que le côté affectif est toujours là, et c'est ça qui est important. Donc il faut effectivement que les dents puissent cheminer sur ce chemin pour en arriver à pouvoir se dire ça. Et après, il peut y avoir des moments comme ça. Dans le premier court-métrage aussi, il y avait eu un moment de danse dans le couple qui était un moment merveilleux et qui était très bien illustré d'ailleurs dans le film. Et pourquoi la danse? Parce que les émotions, c'est aussi le côté instinctif, le côté sensoriel, tout ça c'est lié, et tout ça, ça reste dans la maladie. Donc il y a des pertes cognitives, mais ça reste. On pourrait dire carrément la mémoire émotionnelle reste, l'autre s'en va, mais celle-là, elle reste, et ça peut être réactivé par tout ce qui est sensoriel. Donc le toucher, enfin, chose que les professionnels savent bien, les ateliers sensoriels, et ben, ça se fait dans les institutions, mais ça peut aussi se faire d'une fille à son père, en individuel, en lui touchant la main, ou tout simplement en se montrant avec nos émotions. Il peut y avoir une réaction tout à fait légitime. La personne est là, la personne qu'on a connue, elle est toujours là. Donc, et ça, c'est important de le reconnaître. Et au départ, évidemment, quand il y a un diagnostic, on n'a pas idée. On se dit, c'est la catastrophe, il va y avoir une perte progressive de tout. Et donc, c'est important que des associations comme France Alzheimer disent d'entrée,
Mais il y a quelque chose qui reste. Et ce côté qui reste, c'est là où il va y avoir encore des moments de joie et de bonheur avec cette personne. Ouais, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. En fait, je voudrais conclure sur ce que tu disais, je le dis juste avec d'autres mots, c'est qu'en effet, quand on est professionnel, c'est ce qu'on essaye de faire, mais je veux dire, en tant qu'aidant aussi, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de ne pas voir en effet ce que les gens ont perdu dans un premier temps. Il ne faut pas s'attarder sur ce que les gens ont perdu, mais il faut s'attarder sur ce qui reste. Et pouvoir partager avec les personnes, avec ce qui leur reste de leur capacité, et notamment en effet la mémoire affective est quelque chose qui reste très longtemps, et tout ce qui est sensoriel. Et arriver à se permettre à partager encore des bons petits moments, tout petits parfois, et arriver justement à se nourrir de ça pour pouvoir justement avancer dans cet accompagnement. Tout à fait, je compléterai, ou je dirais également un tout petit peu la même chose, un peu différemment. Il faut bien qu'on réalise que, alors on parle de gens qui ont une maladie d'Alzheimer à un stade avancé, là. On n'est pas sur la maladie débutante, on est d'accord. Mais sur les gens qui ont une maladie avancée, il faut bien réaliser que nous, sans trouble cognitif, on vit en permanence avec le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire qu'en permanence, on se rappelle ce qui s'est passé hier, ce matin, il y a un mois, etc. On est là, et en même temps, on a le souci de ce qu'on va faire demain et tout. Avec de très rares exceptions près, les gens atteints de maladie d'Alzheimer à un stade évolué perdent beaucoup, sinon tout, du passé, des définitions de troubles de la mémoire, et n'ont pas, pratiquement pas ou jamais le souci de l'avenir. Vous verrez rarement un Alzheimer s'angoisser pour qu'est-ce qui va se passer dans un mois, chez moi ou n'importe. Donc autrement dit, ils vivent vraiment le présent, qui peut être hyper angoissant si ce présent est difficile. On prend souvent l'exemple de la personne qui veut partir parce qu'elle veut aller chercher ses enfants à l'école alors qu'elle a 85 ans. Pour elle, son présent, c'est qu'il y a ses enfants qui l'attendent et qui ne veulent pas, elle est une mauvaise mère et c'est horrible. Mais qui peut être également des grands moments de bonheur, des grands moments notamment au niveau relationnel et tout, et qui sont vécus pleinement, sans être parasités ni par le passé ni par l'avenir. Et là, je trouve qu'il nous donne une sacrée leçon, parce que nous, souvent, avec notre rationalité, on ne sait pas le faire. Donc c'est un peu facile à dire à l'extérieur pour les gens quand on y est au quotidien, mais d'essayer de vivre ce temps de bonheur pleinement, en essayant de ne pas se dire « Ah oui, mais avant, on n'aurait pas joué de ça, il aurait joué au bridge, un truc bien plus compliqué, et puis maintenant on va jouer quelque chose de bien plus simple, bah, tant pis, on vit ça. Et puis, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Bah, tant pis, on vit ça. » Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages? J'enchaîne, je vais dire un petit quelque chose, puisque ma femme le dirait mieux que moi. Mais ma belle-mère, ma femme et ma belle-mère, c'était pas très conflictuel, mais pendant toute la vie adulte de mon épouse, depuis qu'elle est adulte avec sa maman, ça se passait pas très bien. Et elle a goûté les premières années de la maladie de ma belle-mère, parce qu'elles ont retrouvé une relation, elles ont eu une relation qu'elles n'avaient pas eue avant. Et elle me dit, mais moi je me régale avec maman, alors que je ne voulais pas aller en vacances, ou j'avais du mal à aller en vacances parce que ceci, parce que cela. Il y avait quelque chose qui était tombé chez ma belle-mère, il y avait beaucoup plus de détente, c'était une femme qui était une femme de devoir, il fallait toujours faire les choses comme il faut. Il y avait tout ça, ça partait doucement, et pendant plusieurs années, ma femme me disait, mais je me régale avec maman. Et elle a goûté ces moments-là. Et aujourd'hui, sur le toucher, elles ne s'entendaient pas très bien, donc ce n'étaient pas les grandes embrassades ou les grands... Mais elle me dit, mais j'ai pris de la crème l'autre jour parce que je trouvais que ça remonte à plusieurs semaines. J'ai pris de la crème parce que je trouvais qu'elle avait la peau très sèche. Qu'est-ce que ça lui a fait du bien quand j'ai passé la main? Et elle s'est retrouvée en train de caresser sa maman et de lui mettre de la crème sur le bras. Elle m'a dit, mais elle était détendue, elle était souriante, elle me regardait avec une gratitude extraordinaire. Et moi, j'ai fait quelque chose avec maman que je ne faisais pas, que je n'ai jamais fait
avec elle, ou alors quand j'étais toute petite, quand j'avais moins de 10 ans. Et donc elle revient, et ma femme, elle est dilatée quand elle a eu ces moments. Ces moments comme ça avec sa propre maman. Vous n'avez pas abordé le problème que moi j'ai connu, un papa qui avait Alzheimer et une maman qui avait fait 3 AVC. Grave. Alors, quand vous avez, malheureusement, vous venez d'un milieu social extrêmement défavorisé et que vous vous retrouvez avec les 2 retraites qui n'en font qu'une petite, et que, je ris encore parce que je suis allée voir le centre Alzheimer au Mans, parce que mes parents sont de la Sarthe, et quand on vous dit il faut prévoir 5 000 € pour une personne, ça vous fait sourire parce que moi j'avais presque envie de lui dire il faut être riche pour avoir la maladie d'Alzheimer, parce que sinon... Bon, par ailleurs, je voudrais quand même dire un grand merci à France Alzheimer parce que j'ai bénéficié d'une formation, parce que j'avais la grande chance d'être en congé longue durée pour dépression moi-même, et que vivant seule, je suis allée vivre chez mes parents et m'occuper d'eux jusqu'au bout. Ils nous ont fait la grâce de partir à 3 semaines d'intervalle et en même temps de partir. Moi, mon père, ça faisait 5 ans qu'on s'en occupait et il est tombé du lit, on a dû appeler les pompiers et puis elle a été hospitalisée et là son gériatre nous a dit là, vous ne pouvez plus le garder. Et comme il n'y avait pas de place dans le centre Alzheimer, il fallait attendre un petit peu et il est mort à ce moment-là. Alors quelque part, merci. Mais enfin, ça prouve bien que mes 2 sœurs étaient aussi enseignantes, loin. Une sœur qui avait eu un problème de cancer. C'est incroyable de voir la difficulté que ça peut représenter, la vieillesse dans ces conditions-là. Mais bon, chacun son destin. Je soulève un problème important pour peut-être pas trop... Mais ça m'a beaucoup aidé de faire la formation. Vous nous faites faire une transition extraordinaire, madame. C'est quand vous voulez parler en fin de réunion un petit peu de notre association. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on va essayer. Voilà. On va essayer de prendre un petit quart d'heure. Pour dire, l'association France Alzheimer existe depuis je ne sais pas combien, docteur Cuny, au Puy 91, 20 ans, 30 ans. Voilà, alors elle a pris, je dirais, un certain envol depuis quelques années et elle offre pas mal de choses qu'on fait à la fois au Puy et qu'on essaye de, je dirais, comme on dit aujourd'hui, de délocaliser ou décentraliser, qu'on essaye de faire dans d'autres endroits. On a une forte antenne au Puy, mais on développe aussi des antennes aujourd'hui à Bassin-Bassé, un petit peu, à Yssingeaux, où il y a des permanences régulières. Et on peut dire qu'ici, Christelle, vous faites vivre l'antenne de Brioude. Voilà. Et on espère qu'ici pourra naître aussi une antenne à Langeac. Alors pourquoi c'est important d'avoir des antennes un peu dans les 4 coins du département? C'est-à-dire que si tout se fait au Puy, vous n'allez pas, on ne va pas venir faire passer 2 heures et demie pour un atelier d'art-thérapie. Voilà, ça complique quand même pas mal les choses. Donc, on voudrait essayer de développer nos activités ou des activités dans les différentes antennes du département. Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, alors là, il y a une diapo sur le... Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le soutien psychologique, c'est ce que fait Christelle localement ici, c'est-à-dire qu'elle reçoit des personnes pendant une 3/4 d'heure, je ne sais pas combien. C'est gratuit, ça peut être je crois qu'on n'est pas obligé d'être adhérent. On n'est pas obligé d'être adhérent, merci. Et ça va jusqu'à 5. Depuis le Covid, on peut aller jusqu'à 5 rencontres annuelles complètement gratuites. Ça veut dire 5 rencontres avec une psychologue.
Donc ça, c'est une chose importante. La formation des aidants, c'est le point phare. Je pense que c'est peut-être de ça que vous parliez tout à l'heure, madame. Tout à fait, oui. C'est Parce qu'on rencontre des gens en début de maladie, enfin des conjoints, des voilà. ascendants, La- des descendants. Et c'est vrai qu'on voit toutes sortes enfin, on peut mieux graduer les choses et s'imaginer ce qui va se passer après. Tout à fait. Puis j'avais envie de dire aussi une chose, c'est que moi j'occupais beaucoup mes parents. Par exemple, je cassais des noix, puis je leur disais « Oh là là, vous avez un petit déjeuner sympa, mais maintenant, allez, au boulot hein. !» Et je les occupais. Ma mère, qui avait malheureusement une main plus ou moins qui ne fonctionnait plus, je lui faisais peindre des petites bricoles, c'était très maladroit, mais elle était heureuse. Je crois qu'il y a des petites choses comme ça qui faisaient passer le temps. Alors, cette formation des aidants, c'est un peu le pilier de France Alzheimer. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit au départ, on veut s'attacher à aider les aidants pour que ça se passe mieux pour les aider. Et donc, il y a 5 matinées de formation avec un psychologue et un bénévole de l'association formé pour, je dirais, désamorcer, informer sur la maladie, sur son évolution, désamorcer des inquiétudes, voir les aides qui sont possibles. J'oublie peut-être donner un peu des informations sur l'aspect, gérer les finances des parents. Voilà, c'est ce que je voulais dire, oui. Les aides possibles. Tout un tas de choses concrètes. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on a donc 2 personnes très bien formées qui sont là pour nous, mais quand on est aidant, mais on rencontre aussi, on a un groupe aujourd'hui qui fonctionne à 8, on rencontre des personnes qui aident quelqu'un à différents niveaux de la maladie, différents types de relations. C'est un mari, c'est un plus souvent c'est un mari quand même. Plus souvent c'est un mari. Voilà. Un enfant. Oui, un enfant. Oui. Voilà. Donc ça c'est quand même cette formation des aidants, c'est quelque chose qui aussi est gratuit et qui est vraiment ce sur quoi on veut s'appuyer. La relaxation, donc il y a des ateliers de relaxation et de sophrologie. Il y a un groupe de parole. Christelle, vous en animez un. Hein. C'est un groupe de parole qui s'appelle Café Mémoire. Mais enfin, on peut dire que c'est un groupe de parole. Alors, sur l'Anjac, on avait commencé un groupe de parole, mais il y a quelques personnes d'ici qui venaient, mais on avait un tout petit groupe, donc c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui la soirée, pour le relancer un peu. Donc, à l'Anjac, ça peut être un groupe de parole. Hein. Et c'est vrai que sur Brioude, ce que nous faisons, c'est un café mémoire. La différence, c'est que Karine me dira si je me trompe. Alors c'est vrai que c'est basé sur la parole aussi et c'est une rencontre entre aidants. Mais dans le groupe de parole, c'est essentiellement des aidants qui viennent parler de leurs difficultés et qui échangent. Alors dans le café mémoire, c'est dans un lieu public, dans un café, et c'est ouvert à tous. Donc c'est ouvert à tout le monde qui passerait dans le café et qui souhaiterait avoir des informations sur la maladie d'Alzheimer. Un groupe d'aidants régulier quand même qui a l'habitude de venir et qui vient une fois par mois, mais aussi à la personne malade. Donc c'est un peu la différence entre les 2 dispositifs. Et voilà, donc ça, c'est pas tout le temps que nous avons des personnes malades au café, mais ça arrive aussi. Et voilà, donc ça c'est aussi une façon de faire pour pouvoir intégrer la personne malade dans le café. Alors, il y a quelque chose qui a été mis en place depuis le printemps dernier, c'est la halte relais. Qui est donc un atelier, on peut dire occupationnel, enfin avec des personnes formées qui font des activités diverses, ça peut être la cuisine, ça peut être certains bricolages. Et l'idée c'est que voilà, on garde ces personnes, les personnes malades pendant une après-midi et que les aidants peuvent profiter de ce temps-là pour faire autre chose. Voilà. Il se trouve que ça ne marche pas si mal que ça, parce que les aidants, ils sont très contents de se retrouver, et finalement, ils restent là. Donc, tout le monde reste ensemble. Alors, il y a un moment, quand même, une fois de temps en temps, il y a Sandy Marion, la psychologue, qui fait un groupe de parole dans la pièce à côté. Voilà. Et c'est une activité qui, je dirais, on ne savait pas trop si ça allait bien démarrer, et puis finalement, on a l'impression que c'est quelque chose qui est devenu solide. Il y a l'atelier de médiation artistique, alors là ça c'est super, c'est une personne qui fait faire des choses artistiques aux malades, c'est remarquable.
les personnes s'y retrouvent très bien. Elle a un feeling extraordinaire. Et voilà, là, on a un groupe qui est très solide. On avait prévu 24 séances et puis finalement on a continué jusqu'à la fin de l'année parce que ça marchait vraiment bien. Il y a ça c'est plus ponctuel, c'est l'atelier de jardinage, je ne sais pas comment on l'appelle, jardin thérapeutique. Voilà, donc ça c'est au printemps avec du matériel adapté. On a quelqu'un qui vient et qui fait un petit peu de jardinage, qui plante, qui fait pousser. Et ça c'est bien. Il y a peu de personnes engagées, ça c'est quelque chose. Oui, c'est ça, une psychomotrice. On a une vingtaine de bénévoles. Et j'insiste sur le fait qu'ils sont formés. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la bonne volonté, mais on s'aperçoit que la bonne volonté, ça a sa limite. Ça a sa limite, on peut faire des bêtises, voire des erreurs, voire des grosses erreurs. Donc on forme les gens, c'est 2 journées de formation, pour que on soit apte à aller passer du temps avec les personnes malades, les bénévoles qui sont là, et on a des bénévoles aussi qui vont vivre. Christelle en a parlé, on est là ce soir à Langeac, il y a des personnes malades, vous les connaissez, il y a moyen d'être plus présent ici, France Alzheimer, d'être plus présent ici pour que ces personnes-là soient plus entourées, que les aidants soient plus aidés. Alors ça veut dire qu'on peut faire des formations d'aidants à Langeac, on peut faire un atelier un groupe de parole, on peut imaginer d'autres activités. Je te donne la parole. Oui, juste pour... en effet, là, ce qui avait été prévu, en effet, sur Langeac, voilà, c'est de mettre en place le soutien psychologique individuel. Et je pense premier semestre 2022, remettre en route une formation aux aidants et créer un groupe de parole. C'est les projets qu'on a pour l'année à venir sur Langeac, pour l'instant. Après, on verra si les choses peuvent évoluer vers d'autres... voilà. Alors, avoir une antenne, ça peut être aussi comme ça se passe à Aix-Saint-Jean. Quelques personnes qui, à Aix-Saint-Jean, elles font ça le jour du marché. Elles ont un local à proximité du marché. Et tous les 15 jours, elles sont là. Elles passent la matinée à recevoir les gens qui auraient envie d'en parler, de voir ce qui se fait. Et ça veut dire qu'elles sont 4-5 personnes qui se relaient et qui sont là régulièrement. Tous les jeudis, enfin pas tous les jeudis, un jeudi sur 2 ou sur... Non, le 3e jeudi du mois. Un jeudi par mois, voilà, mais elles sont là, on va les doter d'un oriflamme pour que quand elles sont là, ça se voit bien, mais c'est un moment pour elles qui est important, quoi. C'est quelque chose qu'elles portent personnellement chacune, et de se retrouver et de faire cette permanence, les maintient, je dirais, pas sous pression, mais motivés. C'est peut-être un moment de faire un appel aux bénévoles sur les gens. Je n'osais pas le dire, mais... Oui, voilà, c'est ça. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour être notre antenne ou au moins notre référent, nous, on vient en soutien, elle pourra m'appeler, on peut venir sur place, mais c'est encore mieux si on a une personne qui est un peu la référence sur Langeac et qui fait le lien avec nous, l'association. On peut la former, c'est une formation de 2 jours sur tous les fondamentaux d'Alzheimer. Et voilà. Le plus long atelier, Karine, dont on n'a pas parlé, c'est celui que tu tiens 24 à 26 heures par semaine au local. 28. Est-ce que tu peux en parler? Oui. Je l'ai un peu dit tout à l'heure quand j'ai accueilli tout le monde, mais voilà, oui. Vous me connaîtrez maintenant. Je m'occupe du secrétariat, de la comptabilité, et je reçois les appels et j'accueille les familles, les couples, les personnes touchées par Alzheimer. Et voilà, un peu d'écoute, mais surtout, après, je les oriente sur les psychologues, parce qu'elles savent mieux faire que moi. Mais voilà, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls et je leur présente les choses dont elles peuvent bénéficier, en fait. Donc, n'hésitez pas à appeler, à Aiguille, à l'association, si vous avez des questions. C'est quand même très important de savoir qu'il y a quelqu'un qui, 4 jours par semaine, répond aux questions, répond aux angoisses,
répond à des besoins d'information pour... quand tu dis je redirige, c'est pas grand-chose, c'est quelques mots pour dire il faut aller voir X ou Y, mais c'est très important de savoir que on va trouver X ou Y à tel endroit. Voilà. Et ça, ça a une grande valeur. Voilà, Des réactions, je ne sais pas, dans le public, si vous avez des idées pour un démarrage. En tous les cas, Virginie et Christelle sont d'ici. Vous avez leurs coordonnées, vous pouvez les demander à Karine si vous appelez au local. Mais voilà, elles seront là, prêtes à lancer les activités ou aider au lancement d'une équipe qui ferait antenne ici à Langeac. Voilà. N'hésitez pas à vous faire aider. Merci. Merci beaucoup.